Je suis très heureux d'être avec vous. Ça me fait réellement plaisir d'avoir un auditoire aussi souriant, aussi probablement aussi avancé dans ses recherches. Et je voulais vous dire, d'abord je remercie le professeur Aboud de m'avoir invité, et je remercie également le professeur Haj Mohamed Barli, sans lequel je ne serais pas là. Et voilà, il m'a été donné une demi-heure pour un exposé liminaire, et puis il y aura une autre demi-heure pour une question-réponse. J'aurais voulu un peu plus, mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions où nous aurons le plaisir de nous rencontrer, d'échanger, de mieux nous connaître. Le sujet que je voulais développer auprès de vous est intitulé, le titre a été discuté avec le professeur Aboud et avec le professeur Berlet. Le titre, c'est donc le désarroi et l'éveil de l'élite intellectuelle. Mon intention, c'est de traiter ce sujet en 4 points. Je ne vous cache pas que les 4 points que je veux développer devant vous méritent chacun d'eux, modestement, ça mérite un séminaire d'une année au minimum. Par conséquent, j'attends précisément de vous peut-être une insatisfaction et certainement une frustration par le contenu qui est fortement synthétique. Mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible et en même temps le plus clair possible, ce qui n'est franchement pas facile. Pas facile peut-être pour exposer et peut-être, j'espère, un peu plus facile pour comprendre. Peut-être je m'engage trop vite. L'élite intellectuelle, pour moi, elle est rare, cette élite intellectuelle. On parle de l'élite politique, on parle de l'élite sportive, de l'élite peut-être dans la peinture, enfin les meilleurs. Donc, la première idée, c'est réellement, nous avons les meilleurs. L'élite représente en principe le meilleur d'une société. Mais pour moi, l'élite intellectuelle, c'est précisément, l'élite intellectuelle, c'est un groupe de personnes qui, à la limite, ne sont pas liées. Et il est peut-être heureux qu'ils ne le soient pas liés, parce que l'élite intellectuelle, c'est précisément un ensemble de personnes à un moment donné, dans une civilisation donnée, et ce sont des personnes qui ont cette faculté, le rôle et la responsabilité de guider un peuple, à mon sens. On parle de la bonne gouvernance. Par conséquent, ces élites s'occupent un petit peu de la guidance pour une bonne gouvernance. Pour moi, cette élite intellectuelle est tout à fait différente de l'élite dont on parle régulièrement, et des personnes qui se prennent précisément pour les meilleurs. L'élite intellectuelle, pour moi, ce sont des producteurs d'idées. L'élite intellectuelle, son rôle, c'est de produire des idées. Donner du sens à un peuple. L'élite intellectuelle donne du sens. L'élite intellectuelle donne une vision à long terme à une communauté.
Et vous voyez d'ores et déjà que l'élite intellectuelle dont je parle est complètement différente de l'élite, entre guillemets, qu'on prend pour intellectuelle, et qui, à mon sens, ne font pas partie de cette élite. Pourquoi? Bien sûr, il y a en matière médicale, je disais tout à l'heure, en matière sportive, il y a des champions, en matière de football, il y a l'élite footballistique capable de marquer des buts, etc. Mais je crois que, enfin, c'est ce que ma thèse en tout cas, c'est que l'élite intellectuelle est au-dessus de toutes ces élites dans la mesure où son rôle, c'est précisément d'aider ces différentes élites à penser différemment. Hein, penser différemment. L'élite intellectuelle, pour moi, ce sont un ensemble de personnes qui sont capables de nous montrer la voie. Comment penser différemment? Voilà un petit peu, si vous voulez, l'élite que je poursuis, en tous les cas que je vise. Penser différemment. Hein? L'élite intellectuelle, c'est celle qui nous permet de penser différemment, de nous amener peut-être une autre logique. Hein? L'élite intellectuelle, celle qui nous permet d'utiliser d'autres outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, donc, voilà, nous sommes au clair avec ça. Hein. J'espère que, enfin, de toute façon, vous poserez des questions si vous voulez bien. Mais pour moi, voilà la partie de la population que je vise dans cet exposé. Ensuite, nous avons donc le désarroi. Effectivement, aujourd'hui, croyez-moi, par mes voyages, par mes conférences faites ailleurs, je me rends compte que tout le monde et toutes les élites entre guillemets, toutes les élites, qu'elles soient japonaises, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, allemandes, etc., souffrent. C'est-à-dire qu'ils se trouvent en face d'une situation complexe, situation politique, situation économique, situation financière, situation culturelle, et dans tous ces domaines, tout le monde peut observer, tout le monde, qu'il soit en Algérie, au Moyen-Orient ou aux États-Unis, etc., il constate que la pensée d'aujourd'hui qui est utilisée précisément par les intellectuels, par les élites, eh bien, elles ne donnent pas les résultats qu'on peut légitimement attendre d'une élite. Vous voyez bien, là, nous parlons de la crise politique, des crises politiques, on parle des crises économiques, on parle des crises culturelles, etc. Toutes les crises, eh bien, ceux dont le rôle, dont la responsabilité est de nous guérir, de nous sortir de ces crises, n'ont pas les outils, à mon avis, les outils qui leur permettraient de sortir le monde dans sa globalité de la crise dans laquelle ce monde-là se trouve. C'est ce que j'appelle le désarroi des intellectuels. Alors, le problème, nous avons défini rapidement quelques phrases ce que j'entends par l'élite intellectuelle. Nous avons dit, je viens de le dire, que le monde, vous pouvez le constater, le monde est dans une situation catastrophique, sur le plan écologique par exemple, mais sur le plan financier, sur le plan politique, etc., etc. Hein, c'est ça. Et donc ces intellectuels, dont le rôle et la responsabilité de donner des solutions à ces crises, eh bien, sont absentes. Alors, vous allez me dire, bon, quelle est la thérapie, hein? Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Eh bien, figurez-vous que je vais vous proposer 4 choses, et ces 4 choses, vraiment, c'est de l'inédit. L'inédit, ça veut dire que, franchement, je peux très très bien prendre des droits d'auteur sur ça. Hein? Parce que, réellement, c'est original, difficile,
hein, c'est le résultat, ce dont je vais vous parler, c'est le résultat de 60 ans de réflexion. Hein, ce n'est pas une lecture, hein, de truc n'importe quoi. C'est dû réellement de la réflexion, et le professeur Haj Mohamed Barli est témoin pour m'avoir accompagné depuis plusieurs décennies dans ma réflexion. Et puis il m'a donné l'occasion précisément, ici à Tlemcen particulièrement et ailleurs, eh bien il m'a donné l'occasion justement de critiquer, de m'auto-critiquer et de me dire attention ici ça ne va pas, etc. Ce qui m'a permis tout de même d'évoluer et puis réellement de vous proposer quelque chose qui, à mon avis, à mon humble avis, modestement, je vous dis franchement, si les intellectuels, dans la crise qu'ils vivent actuellement, prennent conscience de ce que je vais vous dire, eh bien, je crois que franchement, nous n'aurons pas perdu notre temps. Même si par ailleurs, je vous concède, c'est très difficile. C'est très difficile. Et réellement, ça mérite, mais je vous fais confiance, comme vous me faites confiance, parce que réellement, je m'adresse à un public qui, j'allais le dire, excusez-moi, qui mérite respectable et que que vous me méritez et je vous mérite, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir des échanges entre nous. Alors, je vous ai parlé donc de 4 parties à développer, 4 parties. Et vous allez voir vraiment il faut avancer un petit pas parce que c'est excessivement dangereux. Enfin, ce n'est pas difficile. Vous allez voir lorsque je vais vous énoncer les différentes parties, vous allez avoir cette réaction que je connais très bien pour l'avoir reçue dans différents milieux dans le monde entier. Vous allez avoir l'impression, d'une part, de l'évidence. Qu'est-ce qu'il a on sait ça, qu'est-ce qu'il est venu nous raconter? Non, on sait tout ça. Mais en même temps, je vous garantis que vous allez voir d'une manière paradoxale que ce n'est pas aussi évident que cela paraît. D'accord? Je peux avancer? Alors, la première idée, faites attention, la première idée, la voici. C'est que la carte n'est pas le territoire. Je ne sais pas si ce langage vous est familier, mais en tous les cas, dorénavant, j'espère qu'il le sera. La carte n'est pas le territoire. La carte, ça vous paraît évident, mais bien sûr, la carte n'est pas le territoire. Mais le jour, et j'espère après cet exposé, et en tous les cas dans un futur très proche, vous allez vous rendre compte et vous allez avoir quotidiennement des occasions où vous allez appliquer cette idée-là que la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte n'est pas le territoire. Ça veut dire une chose, la carte d'abord, qu'est-ce que c'est que la carte? La carte, c'est tout discours. Hein? La carte est un discours. Je suis en train de vous donner une carte. Vous lisez un article dans la presse, l'article est une carte. Vous avez une carte de géographie. Une carte de géographie au tableau, eh bien, la carte de géographie, c'est une carte, bien entendu, et c'est la première à laquelle on pense. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire que la carte n'est pas le territoire? Ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre le territoire qui est la réalité, n'est-ce pas? La réalité, c'est le territoire, c'est les choses concrètes. Et la carte qui est uniquement, elle peut être verbale, ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être un symbole, etc. Si je vous décrivais maintenant cette bouteille, eh bien vous avez le réel, c'est-à-dire le territoire, c'est cette bouteille. La carte,
c'est ce que je vous dis à propos de la bouteille. Et vous comprenez concrètement. On ne peut avancer que dans la mesure où vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, et c'est important. Mon intention aujourd'hui, c'est de ne pas vous donner l'occasion cet après-midi de dormir en paix, ni cette nuit. Mon intention, et je n'aurai pas raté mon but, si précisément vous aurez une insomnie, que vous ne devrez, n'est-ce pas? Parce que c'est indispensable, c'est l'occasion précisément où cela va vous donner à réfléchir. La carte, donc la première des choses, la carte n'est pas le territoire. Mais attention, tout le monde, je répète, et c'est l'une des raisons de la crise dans le monde aujourd'hui, prend la carte pour le territoire. La carte est prise pour le territoire. Alors nous avons Nurba, nous avons les élites, nous avons des élites philosophes, etc. Nous avons qui nous parlent brillamment de Ibn Rushd, de Kant, de Descartes, d'Aristote, de Farabi, de Razi, etc. Ibn Sina. Mais ils ne font que ça. Et qu'est-ce qu'ils font, ces messieurs? Eh bien, ils prennent la carte pour le territoire. Alors qu'ils ne parlent que d'eux, ils ne présentent que la carte. Et malheureusement, ils confondent la carte avec le territoire. Bien sûr, il y a des thèses de doctorat énormes, bien faites, etc. Mais une thèse de doctorat, qu'est-ce que c'est? La thèse de doctorat n'est qu'une carte par rapport à une réalité dont elle parle. Ça, c'est fondamental. Mais je n'ai aucun doute, malheureusement, pour arriver à concevoir et à appliquer cette chose-là, la carte n'est pas un territoire, ce n'est pas aisé, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Ça m'a pris des années et des années pour comprendre que la carte n'est pas le territoire. Mais le jour où j'ai appris que la carte n'est pas le territoire, croyez-moi que ce fut pour moi une illumination. Parce que ça m'a permis de faire des choses absolument extraordinaires et à un niveau que, franchement, enfin bref, où nous avions à l'époque des responsabilités en ce qui concerne l'économie politique, en ce qui concerne la finance, en ce qui concerne la valeur du dollar, la valeur du pétrole, etc., etc. Donc vraiment, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas des choses vraiment anodines, ce ne sont pas des choses faciles, ce ne sont pas des choses gratuites, c'est-à-dire peu chères. Hein? Ce sont des choses vraiment, j'espère, en tous les cas, mon plus cher désir, je dis à mes amis, à mes neveux, à mes enfants, etc., je leur dis que réellement le meilleur héritage que je peux leur laisser, c'est précisément cette chose-là, que la carte n'est pas le territoire. Vraiment, c'est extraordinaire, les effets possibles grâce à cette idée-là qui nous paraît évidente et paradoxalement inappliquée. Première idée. Mais nous y reviendrons. La deuxième partie, c'est pour aller un peu plus vite, c'est que la carte ne représente pas tout le territoire. La carte ne représente pas tout le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit tout à l'heure, que lorsque, par exemple, vous lisez un article dans un journal, vous voyez, vous faites un compte rendu, vous racontez une histoire, vous nous parlez de Ibn Rushd, vous nous parlez de Descartes, vous nous parlez d'Aristote, vous nous parlez de Platon, etc., etc. Lorsque vous nous décrivez une situation politique, vous nous donnez une carte. Vous me parlez de la situation politique algérienne aujourd'hui. Vous me donnez une carte.
Et le gros avantage lorsque je viens à Tlemcen, c'est précisément que j'ai des cartes qui me sont données d'un peu partout sur la situation, par exemple en Algérie. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte-là qui m'est donnée? Eh bien, par nature, la carte ne représente pas tout le territoire. N'est-ce pas? La carte ne représente pas tout le territoire. Ça veut dire que aussi détaillée que soit la carte que vous me donnez sur la situation à Tlemcen, eh bien, il faut toujours honnêtement la terminer par un etc. C'est-à-dire, j'ai décrit par exemple la situation de l'essence aujourd'hui à Tlemcen et le nombre de stations, les voitures qui attendent 3-4 heures et puis les propriétaires de cette situation. Vous me donnez tous ces renseignements. Aussi longue histoire que vous pouvez me raconter, eh bien, il y a toujours honnêtement un etc. C'est-à-dire que la carte que vous me donnez de la situation de l'essence à Tlemcen est insuffisante. Par conséquent, la carte que vous me donnez, c'est une carte qui est incomplète. Et aussi importante et aussi détaillée soit-elle, vous pouvez m'écrire des thèses de doctorat, etc. Et je vous dirai toujours, attention, ce que vous me racontez ici mérite un etc. Ça veut dire, et ainsi de suite. Et ainsi, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais je vous dis un etc. Je vous ai donné l'essentiel, c'est ça la signification de la carte ne représente pas tout le territoire. Je vous ai donné quelques éléments honnêtement, mais attention, il vous appartient à vous, par vos recherches, par la discussion avec d'autres personnes, par la lecture d'autres journaux, par la lecture d'autres livres, etc., eh bien, vous allez enrichir votre carte. Vous allez enrichir votre carte. Vous voyez? Alors, premièrement, donc, je répète, la première partie, c'est que la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. La deuxième partie, c'est que la carte ne représente pas tout le territoire. La carte ne représente pas tout le territoire, comme je viens de l'indiquer. La troisième partie, et celle-ci, c'est que la carte est auto-réflexive. La carte est auto-réflexive. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte est auto-réflexive. Ça veut dire que il y a l'auteur de la carte, l'auteur du discours, l'auteur de la Constitution, l'auteur de l'article sur le dollar ou sur le pétrole ou bien l'article sur Aristote ou l'article, vous comprenez très très bien, eh bien il y a de la signature, écoutez-moi bien, ça c'est très important, il y a de la signature de l'auteur sur l'œuvre, c'est-à-dire que le cartographe signe la carte. Si quelqu'un m'envoie une carte, le fait de considérer qu'il y a une objectivité dans toute la vie, eh bien, là aussi, c'est une erreur très, très grave. Alors, après ces 3 prises de conscience, je vais vous donner quelques idées qui pourraient être utiles dans les pays musulmans. J'ai donné quelques idées aux Japonais. Ils les ont utilisées. Modestement, ils les ont utilisées. C'est ce que je viens de vous dire. Appliqué au bouddhisme japonais. J'ai donné quelques idées aux États-Unis. De la même façon. Et ces idées ont servi au Parti démocrate. Donc, ils les ont utilisées. Et ça a été utile. J'ai donné ces idées-là à des banquiers internationaux. Et ils ont appliqué ces idées, et ce fut formidable, et ils ont réussi à sortir un petit peu de la crise. Alors, il m'appartient maintenant de vous dire un petit peu ce que l'islam, ce que nous, musulmans, sommes capables de donner. Alors, ça va faire un petit peu de l'autre. Mais enfin, c'est bon, il faut y aller. Alors, essayons. Alors, cette partie-là, je l'intitulerai le sacré, ou bien la foi créatrice.
la foi créatrice. Ça, c'est très important. La foi créatrice. En tant que musulmans, nous considérons le Coran et le livre révélé, etc. Alors, je vous donne quelques versets, qui vont nous servir réellement pour sortir de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle tous les pays musulmans se trouvent aujourd'hui. Par conséquent, alors la première idée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les musulmans lisent aujourd'hui? Il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui tous les ans sort un rapport. Le PNUD sort un rapport sur l'état du développement humain dans différents pays, dont les pays arabes. Et comme par hasard, mais c'est la catastrophe. S'il y a une région du monde où on lit le moins, ce sont chez les Arabes. Pour le cas du Coran, nous sommes des musulmans. Vous êtes des musulmans? Est-ce que vous appliquez le premier verset coranique? Ce qui caractérise les pays musulmans, c'est précisément Iqra. Et puis alors les développements, c'est de circonstances là. C'est de conséquences. Et puis à 25 ans يقول لك اودي خلاص j'ai pris mon diplôme ما نقراش ما عندي علاش يقول لك اودي ابليكي الاسلام مسلمين انتم ابليكي تبقوا اطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي de 25 ans à 80 ans خلاص ربي. Et tous les jours on apprend des choses et tous les jours nous apprenons des choses. Est-ce que dans votre entourage ou d'une manière générale, sans critiquer personne, mais est-ce que vous, surtout avec, il paraît qu'il y a une partie de football maintenant, j'ai bien l'impression que je crois, enfin je ne sais pas, je l'ai comme ça incidemment, le football, on est en train de nous anesthésier par le football. On nous anesthésie. Vivre le football, Togo, وما نعرف. Et l'année prochaine, il y aura la partie de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que, l'État, l'Algérien, mais posez-vous la question, mais bêtement, un enfant de 12 ans est capable de se poser à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Est-ce que vous avez ajouté quelque chose à la pensée? Est-ce que vous avez ajouté quelque chose à votre voisinage? Est-ce que, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la différence, enfin, vraiment, entre le bétail hachabou et puis l'être humain? Quelle est la différence? Dites-moi. Franchement, je crois que nous avons le droit de poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle est la différence entre un être humain et... Il n'y en a pas. Bien, Iqra. Donc, je vous invite, c'est le premier élément d'une solution. Alors, à développer, bien entendu. Internet est un outil, mais attention, Internet, c'est aussi un anesthésiant. Il faut faire attention aussi. Qu'est-ce qu'on apprend sur Internet? Il n'y a pas comme le livre, lorsqu'on touche avec ses mains, etc. C'est là, on est présent. Tandis que là, on peut surfer. Après une séance de travail sur Internet, qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Ou pas pratiquement rien. Mais ça aide un petit peu à faire les thèses, doctorat, copie-coller, connaissance. Donc, Iqra. Tiens, il y a des gens qui se sont visés, mais ils ne sont pas là de toute façon. Deuxième ayat qui est vraiment fondamental pour sortir. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. C'est formidable. C'est formidable. Encore bien entendu, c'est vrai. Mais il faut rentrer à l'intérieur de cette idée-là. Il faut rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Chauffez. Elle nous donne un itinéraire
Mais c'est formidable, un itinéraire, un passage. Nous, pour le croyant, nous appartenons à Dieu, ça nous donne un passage. Et par conséquent, on a la sérénité de la mort. نقعدوا 5 أيام ولا قرن notre sort. Allah subhanahu wa ta'ala قال لك هودي في القرآن nous sommes musulmans, alors croyons. Mais c'est évident. Si vous ne croyez pas ça, mais ça vous donne une sagesse, ça vous donne une sérénité. ما تخاف من حتى حاجة، راك عارف بلي نهار اللي تزداد راك ماشي تموت، نهار من الأيام، فهمت ولا؟ Mais c'est formidable. ما تخاف لا من الموت ولا راك عارف بلي le trajet c'est un passage et puis le but final c'est la disparition. Mais c'est formidable. Le jour où les intellectuels, l'élite intellectuelle dont je parle depuis tout à l'heure et dont j'ai parlé depuis plusieurs décennies, le jour où les intellectuels se rendront compte et appliqueront, et réellement le jour où ils intégreront cette idée-là à l'intérieur d'eux-mêmes, ça c'est le véritable. Le djihad al-akbar, qu'est-ce que c'est? Le djihad al-akbar, c'est lorsque ceci rentre à l'intérieur de vous. Mais je vais dire ça en français. Ibn Arabi, تعرفوه التصوف Ibn Arabi. يقول الكلمة vraiment extraordinaire, je cite dans mes conférences dans le monde. Ô toi, c'est une traduction d'un dire de Ibn Arabi. Ô toi qui cherches le chemin du secret. Ô toi qui cherches le chemin du secret. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Rentre dans ton cœur. C'est là où se trouve le plus grand secret. Alors faites le ménage à l'intérieur de vous. Et l'intellectuel, l'élite intellectuelle, c'est précisément celle qui nous invite à rentrer en nous et à faire le ménage à l'intérieur de nous. Troisième verset. Ayat Taïdita. Il y en a, hein. Je m'arrêterai à 5 aujourd'hui. Alors, إن الله لا يغيرون بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est un programme de vie, c'est un programme de civilisation. أيمن تاعنا الله غالب كما يقولوا. Mais prenez الخطبة تاع الجمعة مثلا أو دروس الدور نتاعكم. Votre rôle, c'est précisément de nous expliquer, non pas de nous dire d'une manière orale, mais de nous expliquer mais des implications dans cette ayah, des implications philosophiques. Les guerres de religion entre les chrétiens, entre les catholiques et les protestants, eh bien, provient de ça. Alors, essayons de mettre l'élite intellectuelle, c'est celle qui nous permet de comprendre ça et d'y remédier à nos conflits. Mais c'est d'une richesse, mais c'est à pleurer علاش ما هادو يقول لك مسلمين والتلفزيون وقال الراوي لا قل لي انت واش تصلح لي انت qu'est-ce que tu me donnes فهمت ولا اش تعطيني qu'est-ce que tu m'offres tu parades à la télévision grassement payé et tu payes pour te la fermer هذا هي فات علمني اش يعني هذا الشيء qu'est-ce que ça veut dire dites-moi un petit peu le sens de cette آية extraordinaire هذه الآية تعملنا c'est une licence qu'on peut développer 3 ans d'explication uniquement sur cette idée-là. Mais il y a des aspects philosophiques, sociologiques, psychologiques, de vie épistémologique, etc. Et puis le problème de la grâce, le problème de libre arbitre, le problème du déterminisme, le problème, et j'en citerai des dizaines et des dizaines de problèmes à partir de ce ayant.
Quatrième. Mais ça, c'est une invitation à nos frères musulmans. الشيوخ نتاعنا الشيخ القرضاوي ودراك منه حاجة. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. La tolérance, la paix dans le monde, la paix entre les chiites ou le sunna des raham qatlina. Mais c'est formidable. Revenez à ça. شوفوا الله. Vous êtes musulmans. أمنوا بتنزيل القرآن. نزل القرآن هذا رسول إلى آخره. Soyez en cohérence avec vous-même. ما تقوليش أنت وهذا qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, s'il avait veut, il ne te demande pas à tuer ou la bêche en son nom. Là, il faut d'accord dire. Change-toi. Essaye de faire la paix dans le monde. Essaye, même à l'Yud ou l'Am'ansa, essaye de comprendre, de dialoguer avec eux. Essaye de dialoguer avec eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, قال لك أولي خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dites-nous exactement qu'est-ce que vous entendez par là. Fidouna ya ayyuhal. Dites-nous. Et vous allez voir, le jour où ceux qui parlent en notre nom, le jour où ils comprendront ça et ils feront transmettre ces messages à la population qui les attend, et bien ce jour-là, le monde aura changé. Alors, voyez-vous, vous voyez comment on construit, une pensée, comment on la construit. Mais je l'ai construite dans le bouddhisme, je l'ai construit. Dans le catholicisme, je l'ai construit. Mais à partir des trois idées que j'ai mentionnées tout à fait au début. Parce que les trois idées que j'ai mentionnées tout à fait au début, elles sont valables dans le monde entier. Dans le monde entier. L'univers dans son entier pourrait utiliser les trois idées que je vous ai avancées. Elle n'est pas particulière à tel ou tel. Non. De la même façon qu'on utilise, je prends cet exemple pour aller, je ne sais pas, pour prendre l'avion pour aller à New York, on prend l'avion, eh bien, il nous appartient. C'est obligé, c'est une obligation d'utiliser les outils de pensée que nous offre la pensée d'aujourd'hui. On ne voyage pas, on va pas à New York avec, je ne sais pas, en barque. Non, nous avons des avions, on doit utiliser l'avion comme moyen de transport d'aujourd'hui pour aller à New York. Nous avons l'internet qui nous donne le don d'ubiquité, ça veut dire s'il y avait la transmission. Maintenant, même mon image, elle est à New York, elle est à Tokyo, elle est en Australie, elle est partout. C'est extraordinaire. Le monde a changé et par conséquent, les outils pour maîtriser le monde d'aujourd'hui, eh bien, nous les avons à condition de les chercher. Ceci dit, la civilisation islamique, elle fut brillante. Mais bien sûr, nous savons qu'elle fut brillante. Mais en quoi elle peut nous servir aujourd'hui? Bien sûr, à nous faire plaisir. Non, bien sûr que c'est important. La Grèce aussi, elle fut réellement extraordinaire. Mais Lyon, dans quel état économique elle est? Et dans quel état politique, dans quel état culturel la Grèce est. C'est une aparté. Nous sommes tous soumis ce qu'on appelle le time binding, pour les anglicisants. Le time binding, ça veut dire que le temps est lié. C'est des liaisons du temps. Ça veut dire quoi? La liaison du temps. Ça veut dire que la civilisation assyrienne, chaldéenne, grecque, byzantine, romaine, islamique, etc., on ne peut pas dire que la civilisation d'aujourd'hui appartient à telle ou telle civilisation.
Nous pouvons dire que chaque civilisation a apporté sa pierre à la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est ça l'important. Le time binding. Nous sommes tributaires, nous, aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé depuis toujours. Et par conséquent, on ne peut pas dire que l'islam est كان أبي ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا. Est-ce que nous disons ça? Qu'est-ce que nous apportons aujourd'hui à la civilisation mondiale? La civilisation est universelle aujourd'hui. Nous, musulmans, arabes, etc., qu'est-ce que nous sommes des consommateurs de civilisation, oui. L'Internet, etc. Mais dites-moi quelle est la structure civilisationnelle, comme on aime dire, ou de chercheurs qui ont créé l'informatique. Bien sûr, il y a des individus qui sont rentrés à l'intérieur, mais dans un milieu qui ne nous appartient pas. Il est facile d'acheter un Internet pour 200 €. Vous avez le meilleur appareil. Mais est-ce que vous avez contribué à réfléchir? Est-ce que vous avez fait ça? Non. Il faut tout de même être modeste. On est des consommateurs de culture. On est des consommateurs de culture. On n'est pas des producteurs de culture. On est des consommateurs, je le répète. Et vous voyez que l'islam nous permet tout de même de sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes. Pas de contrainte en religion, et qu'on l'applique. Il faut absolument que notre pensée, l'intellectuel, l'élite intellectuelle devrait repenser à tout cela. Voilà le message que devrait avoir l'élite intellectuelle. C'est pas le message ça. Non, c'est ça, c'est simple.